Rome est tombée, vous connaissez cette partie. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qu'il est advenu de l'argent. 70 millions de personnes ont regardé 500 ans de civilisation s'évaporer en une seule génération. Des fortunes bâties sur des siècles ont disparu. Des économies en pièces d'argent sans valeur. La retraite des soldats, qui avaient saigné pendant 25 ans pour la frontière, anéantie. Et pourtant, certaines familles sont sorties de cet effondrement plus riches qu'elles n'y étaient entrées. 4 actifs les ont protégés. 4 choses spécifiques qui ont non seulement conservé leur valeur lors de l'une des implosions économiques les plus catastrophiques de l'histoire, mais qui ont transféré une richesse énorme à quiconque était assez avisé pour les détenir. L'un de ces 4 actifs est une chose que tout conseiller financier moderne qualifierait de téméraire, dangereuse et irresponsable. Les Romains qui le détenaient n'ont pas seulement survécu à la chute, ils en ont profité. Pour comprendre ce qui a survécu, il faut d'abord comprendre ce qui a tué l'économie romaine, car Rome n'est pas morte seulement à cause des barbares, elle est morte d'abord de sa monnaie. Le denier, la pièce d'argent de Rome, le cœur économique d'un empire s'étendant de l'Écosse à la Syrie, était composé de près de 95% d'argent pur sous l'empereur Auguste. La solde de chaque légionnaire, la marge bénéficiaire de chaque marchand, les économies de toute une vie de chaque paysan étaient stockées dans cette pièce. Elle n'était pas seulement une monnaie, elle était la confiance sous forme solide. Puis les factures sont arrivées. Diriger un empire frontalier contre la pression simultanée des tribus germaniques au nord et des Perses sassanides à l'est coûtait de l'argent qu'aucun système fiscal au monde ne pouvait générer assez rapidement. Alors les empereurs ont fait ce que les gouvernements ont fait tout au long de l'histoire documentée lorsqu'ils ne peuvent pas payer leurs engagements. Ils ont triché avec la monnaie. Jusqu'au règne de Caracalla, au début du IIIe siècle, la teneur en argent du denier était tombée à environ 50%. Les pièces semblaient identiques, portaient le même sceau impérial, possédaient la même valeur nominale. La moitié de l'argent avait été discrètement remplacée par du bronze. Vers le milieu du IIIe siècle, sous l'empereur Galien, un homme qui fit face à 23 prétendants rivaux au trône en seulement 15 ans, le denier contenait moins de 5% d'argent. Si l'on grattait la surface, elle s'écaillait pour révéler du métal bon marché dessous. Le peuple romain s'en est aperçu. Il le fait toujours. Les prix ont grimpé. Les marchands n'acceptaient plus de pièces de qualité inférieure pour les importations. Les soldats exigeaient des augmentations de soldes en compensation. Les paysans abandonnaient leurs terres plutôt que d'accepter de l'argent sans valeur en paiement pour leurs grains. Le réseau commercial sophistiqué qui avait relié 70 millions de personnes commença à se déchirer de toutes parts. Entre 235 et 284 après Jésus-Christ, période que les historiens appellent la crise du IIIe siècle, Rome subit simultanément l'effondrement militaire, la peste, la guerre civile et l'implosion économique. 50 ans de chaos. Près de 50 empereurs, la plupart assassinés quelques mois après leur prise de pouvoir. L'empire, qui avait duré des siècles, se désintégra comme du papier mouillé. Dans ce contexte, voici ce qui a réellement conservé sa valeur. Premier actif. Le bon type d'or. Tout le monde vous dira que l'or a survécu à la chute de Rome. C'est exact. Mais la version de cette histoire que la plupart des gens entendent est dangereusement incomplète. Et la lacune dans cette histoire a coûté des fortunes aux gens lors de chaque effondrement depuis lors. Voici le tableau complet. Lorsque Constantin le Grand consolida le pouvoir au début du IVe siècle, il fit quelque chose qui semble simple rétrospectivement, mais qui était un acte radical de reconstruction monétaire. En 312 après Jésus-Christ, il introduisit une nouvelle pièce appelée le solidus. De l'or 24 carats, 4,5 grammes, frappé avec une pureté constante et un poids précis dans chaque atelier monétaire de l'Empire. Pas de dégradation, pas de plaquage d'argent, pas de jeu politique avec la teneur en métal. Le solidus n'était pas seulement une pièce de monnaie, c'était une déclaration de guerre contre la destruction monétaire qui faisait pourrir Rome de l'intérieur depuis un siècle. Le marché réagit immédiatement. Les marchands qui avaient effectué des transactions de gros engrains, en soie et en matières premières, parce que personne ne faisait confiance aux deniers, disposèrent soudain à nouveau d'un moyen d'échange fiable. Le solidus devint la monnaie des riches,
des personnes connectées à l'échelle internationale et de tous ceux qui devaient mener des affaires sérieuses au-delà des frontières politiques. Pour les 7 siècles suivants, longtemps après que la moitié occidentale de Rome se fut dissoute en royaumes germaniques rivaux, le solidus resta la colonne vertébrale du commerce méditerranéen. Les marchands byzantins l'utilisaient encore au XIe siècle. Un sénateur romain qui détenait sa fortune en deniers de mauvaise qualité en 300 après Jésus-Christ était ruiné financièrement en 360 après Jésus-Christ. Le même sénateur ayant converti cette position en or, spécifiquement de l'or d'une pureté vérifiée et constante, préserva sa situation économique à travers la pire partie de l'effondrement. Mais il y a un niveau qui n'apparaît jamais dans le récit standard. Tout l'or n'était pas égal. Le marché noir de l'or dans la Rome du IIIe siècle était chaotique. Pièces rognées, lingots falsifiés, poids frauduleux étaient partout. Les hommes qui ont survécu n'étaient pas simplement ceux qui possédaient de l'or. C'étaient ceux qui possédaient de l'or pouvant être vérifiés de manière indépendante, pesés, testés et auxquels un partenaire contractuel pouvait faire confiance lors d'une transaction directe, sans qu'une garantie institutionnelle ne soit nécessaire. Les recherches de Kyle Harper sur l'effondrement économique de Rome documentent comment les classes aisées exigeaient de plus en plus des paiements en aurum de l'or pur au poids, plutôt qu'en une dénomination de pièces spécifiques. Ils avaient déjà intériorisé la leçon fondamentale. La pièce était un instrument politique sujet à manipulation. Le métal lui-même était la réserve de valeur. Cette distinction entre l'actif et le droit sur papier sur l'actif n'est pas un problème romain. C'est l'état permanent de tout système monétaire opérant sous pression. Rome ne nous a pas appris que l'or est sûr. Rome nous a appris que ce qui ne peut être dilué ne peut être dévalué. Ce qui nous amène à l'événement le plus contradictoire qui se soit produit pendant l'effondrement de Rome. Laissez cela mûrir un instant avant de continuer, car ce qui suit est le genre d'enseignement qui remodèle durablement la façon dont on lit l'histoire de l'argent. Deuxième actif, la dette. C'est le point dont personne ne parle. Les historiens de la finance le savent. La littérature académique le documente avec précision. Cela n'apparaît dans presque aucune discussion grand public sur la chute de Rome. Pendant l'hyperinflation romaine, être débiteur était un actif. Voici exactement ce que cela signifie. Un propriétaire foncier romain contracte un prêt de 100 000 deniers en l'an 200 après Jésus-Christ. À ce moment-là, ces 100 000 deniers représentent une véritable fortune. Assez pour acquérir un domaine agricole productif à l'extérieur de la ville. En 280 après Jésus-Christ, 100 000 deniers achètent environ ce que coûtaient quelques sacs de grains en l'an 200 après Jésus-Christ. La teneur en argent du denier s'est effondrée de plus de 90%. Les prix ont augmenté au même rythme. Mais le prêt est toujours libellé en deniers nominaux. Le contrat indique 100 000 deniers et 100 000 deniers sont remboursés. Seulement, ces 100 000 deniers en 280 après Jésus-Christ représentent une fraction infime de ce qu'ils représentaient lors de la création de la dette. L'emprunteur a remboursé le prêt avec de l'argent qui était fonctionnellement sans valeur. Le prêteur, quiconque avait accordé un crédit en bon denier contenant de l'argent, recevait en retour des pièces de bronze avec un plaquage d'argent. L'inflation n'a pas seulement érodé la monnaie, elle a systématiquement transféré la richesse des créanciers vers les débiteurs, et ce à une échelle massive à travers tout l'Empire. Chaque obligation de dette fixe libellée en deniers nominaux devenait de moins en moins chère à rembourser en termes réels à mesure que la monnaie s'effondrait. La terre de l'emprunteur est restée. Pas le pouvoir d'achat de la dette. Les historiens romains documentent ce schéma dans le comportement de la classe sénatoriale tout au long de la crise. Ceux qui avaient fait levier sur leurs propriétés foncières avec des dettes au IIe siècle possédaient à la fin du IIIe siècle d'énormes actifs tangibles, terres agricoles productives, immobilier urbain, alors que leurs obligations de dette avaient été réduites à presque rien par l'inflation. L'analyse de Peter Heather sur l'aristocratie romaine dans la période suivant immédiatement la dissolution de l'Empire romain d'Occident montre un schéma remarquable. Les grandes familles de propriétaires terriens ont conservé un pouvoir économique extraordinaire bien après l'effondrement final de l'Empire. Elles n'ont pas seulement survécu. Certaines ont négocié des accords politiques avec des chefs wisigoths et francs à partir d'une position de force réelle.
Leur avantage en tant que débiteurs leur avait donné quelque chose de plus précieux que des économies liquides. Il leur avait procuré des actifs tangibles non grevés par des obligations qui semblaient autrefois écrasantes. Brian Ward Perkins, dont l'archéologie médico-légale du monde post-romain documente les preuves matérielles de l'effondrement dans les objets, les bâtiments et les tessons de poterie, note que si le niveau de vie des Romains ordinaires s'est effondré de manière catastrophique, les grands complexes de villas de l'aristocratie ont continué à fonctionner. Pas à leur apogée, pas avec la complexité qu'ils avaient conservée au sommet de l'Empire. Mais ils fonctionnaient, produisaient et sécurisaient la vie à l'intérieur de leurs murs. Le cadre de Joseph Tenter pour comprendre les effondrements systémiques pointe directement vers cette dynamique. Quand les systèmes complexes échouent, ils échouent de manière inégale. Les nœuds qui survivent sont ceux qui disposent de capacités de production réelles avec un minimum de dépendance externe. Les aristocrates romains qui détenaient des terres alors que leurs obligations de dette étaient réduites par l'inflation étaient précisément ces nœuds. Tout autour d'eux échouait. À l'intérieur des murs du domaine, la vie continuait. Ce schéma n'a pas commencé avec Rome. Il ne s'y est pas terminé non plus. L'hyperinflation de Weimar en 1923 a produit avec une précision mathématique la même dynamique. Les industriels allemands qui avaient contracté des emprunts importants pour renforcer leur capacité de production ont remboursé ces prêts en marques qui valaient moins que le papier sur lequel ils étaient imprimés. Ils en sont sortis en possédant un capital réel libre et non grevé, tandis que leurs créanciers, les épargnants, les détenteurs d'obligations, les retraités, étaient anéantis économiquement. L'inflation n'est pas simplement une taxe, c'est un mécanisme de transfert de richesse. Et dans ce transfert, la direction du bénéfice a toujours été la même, s'éloigner de ceux qui détiennent des créances papier vers ceux qui détiennent des actifs tangibles, financés par de la dette dans la monnaie, qui s'effondre. Les Romains n'avaient pas de nom pour ce principe, mais les familles qui l'avaient compris, que ce soit par intuition ou par calcul, ont traversé la chute d'un empire mondial avec des positions intactes. Troisième actif, le domaine autarcique. La terre seule ne sauvait pas. C'est une distinction cruciale que toute version simplifiée de cette histoire ignore totalement. Rome, à son apogée, était une économie profondément interconnectée. L'huile d'olive espagnole était expédiée en Bretagne, le grain égyptien nourrissait la capitale, la pourpre syrienne teignait les vêtements. La complexité de cette chaîne d'approvisionnement était extraordinaire pour le monde antique. Et quand elle s'est brisée totalement. Un propriétaire foncier dont le domaine dépendait de ce réseau commercial, qui cultivait des cultures de rente pour l'exportation, qui dépendait d'outils importés, qui avait besoin des marchés urbains pour vendre ses surplus, s'est retrouvé bloqué lorsque le réseau a cessé de fonctionner. Les chaînes d'approvisionnement qui avaient rendu sa terre précieuse ont disparu. Les marchés qui avaient acheté ses récoltes ont disparu. Sa terre était toujours là. Sa fonction économique était partie. Les domaines qui ont survécu reposaient sur une logique totalement différente. La villa autarcique, une villa romaine fonctionnelle de la fin de l'époque impériale, n'était pas simplement une ferme. C'était une économie circulaire fermée. Grains, légumes, viande, bois, laine, cuir, travaux métalliques de base. Tout était produit en interne. Le domaine entretenait ses propres forgerons, ses propres charpentiers, ses propres médecins pour les ouvriers qui y travaillaient. Les poteries étaient cuites dans les fours du domaine, les tissus tissés par les ouvrières du domaine. Lorsque les réseaux commerciaux qui avaient relié l'Empire se sont contractés puis ont rompu, la villa autarcique n'en a pas eu besoin. Elle n'en avait jamais été totalement dépendante. Les recherches d'Adrian Goldsworthy sur la période tardo-romaine documentent comment les grands domaines de villas en Bretagne, en Gaule et en Afrique du Nord ont effectivement étendu leur infrastructure d'autosuffisance au cours des 3e et 4e siècles, en ajoutant des ateliers industriels, en agrandissant les greniers et en diversifiant leur production agricole, précisément à mesure que l'économie impériale plus large se contractait autour d'eux. C'étaient des choix stratégiques délibérés.
Les propriétaires de ces domaines comprenaient ce que les données leur disaient. La complexité devenait un fardeau. L'autosuffisance était la seule protection qui ne pouvait être réduite par l'inflation. Il y a une autre dimension à l'histoire des villas qui mérite son propre moment. Le domaine autarcique n'a pas seulement survécu économiquement. Il est devenu un centre d'autorité politique locale à mesure que l'État se retirait de plus en plus. Lorsque les collecteurs d'impôts romains ne se sont plus présentés, lorsque les légions se sont dissoutes faute de paiement, lorsque les routes sont devenues peu sûres et que l'administration locale s'est effondrée sous le poids de son propre dysfonctionnement, le grand propriétaire de villa a comblé le vide. Il offrait une sécurité physique. Il fournissait de la nourriture. Il offrait un emploi stable. Il est devenu fonctionnellement un souverain local, la seule constante dans un paysage d'institutions en décomposition. Ward Perkins documente comment les relations sociales qui se sont cristallisées autour des grands domaines de villas à l'époque post-romaine sont devenues le modèle de ce qui a fini par évoluer vers le féodalisme médiéval. Les propriétaires terriens qui s'étaient diversifiés par rapport à la dépendance impériale et avaient bâti des capacités de production interne n'ont pas seulement conservé leur richesse à travers l'effondrement, ils sont devenus le fondement structurel du prochain ordre politique. Ce n'est pas une simple survie. Voilà à quoi cela ressemble quand un actif ne se contente pas de traverser un effondrement, mais définit ce qui vient après. Quatrième actif, la compétence irremplaçable. Voici le mécanisme de tri que tout effondrement économique applique sans pitié ni exception. Votre qualification n'a pas d'importance. L'institution qui a validé votre expertise n'a pas d'importance. Si le cadre institutionnel qui donnait à cette qualification sa valeur d'échange s'effondre, la qualification s'effondre avec lui. Ce que la chute de Rome a révélé, et ce que chaque effondrement ultérieur dans chaque culture, et chaque siècle depuis lors a confirmé, c'est que seules deux catégories de compétences humaines conservent une véritable valeur d'échange lorsque les monnaies font défaut et que les chaînes d'approvisionnement se dissolvent. La première est la compétence qui satisfait un besoin humain immédiat et inévitable. Le médecin capable de traiter les infections sans médicaments, importer des routes commerciales orientales, le forgeron capable de forger un soc de charrue à partir de ferraille, le meunier capable de transformer le grain en farine avec rien d'autre que de la pierre et un effet de levier, le charpentier capable de réparer un toit avant les pluies d'hiver. Ces personnes pouvaient manger durant les années les plus sombres de Rome, non pas parce qu'elles possédaient des pièces, de la terre ou des accords de dette complexes. Elles pouvaient manger parce que ce qu'elles produisaient ne pouvait être retenu, ni dévalué par l'inflation, ni remplacé par un quelconque décret politique. Un paysan dont la charrue se casse en avril a besoin d'un forgeron cette semaine-là. Ce besoin n'existe que le denier vaille 1 gramme d'argent ou 1 gramme de bronze que l'empereur sur la pièce ait été assassiné ou se soit simplement enfui. La seconde est la compétence qui permet le commerce à travers des frontières qui s'effondrent. La désintégration de Rome n'a pas éliminé tout commerce, elle l'a fragmenté. Et dans un paysage fragmenté, le marchand capable d'opérer à travers plusieurs entités politiques rivales, parlant plusieurs langues, entretenant des relations de confiance dans plusieurs juridictions et déplaçant des marchandises à travers des frontières qui changeaient constamment, alors que les royaumes germaniques se partageaient l'ancien territoire romain, valait son pesant en pièces de solidus avec lesquelles il commerçait. La documentation de Kyle Harper sur la période tardo-romaine montre que certains réseaux commerciaux, en particulier ceux reliant les ports de la Méditerranée orientale, ont maintenu leurs activités bien après les siècles post-romains. Pas à l'échelle romaine, mais ils fonctionnaient. Les opérateurs de ces réseaux n'étaient plus des citoyens romains, au sens politique du terme, lorsque l'Empire d'Occident a formellement pris fin. C'étaient des marchands dotés de compétences, de relations et d'un stock portable de monnaie forte et fiable. L'État s'était dissous autour d'eux, pas leur fonction économique. Qu'est-il arrivé aux professionnels romains dont la valeur était purement institutionnelle? Les avocats dont la pratique dépendait des tribunaux civils romains qui ne fonctionnaient plus. Les administrateurs impériaux dont les salaires provenaient d'un trésor en faillite. Les officiers de la logistique militaire d'une armée qui se dissolvait lorsqu'elle ne pouvait plus être payée. Ils ont lutté, pas universellement. Certains se sont adaptés,
et ont utilisé leurs connaissances d'une manière qui servait les nouvelles réalités politiques. Mais l'effondrement a exposé avec une clarté dévastatrice la fragilité au cœur d'une identité économique basée sur les diplômes. Votre valeur dans un système défaillant est aussi durable que le système lui-même. L'artisan, le médecin, le marchand aux compétences portables, c'étaient les personnes qui n'ont pas seulement survécu à la chute de Rome. Ils étaient ceux qui enseignaient aux enfants des aristocrates survivants, qui entretenaient les villas devenues des domaines féodaux, qui portaient les connaissances techniques pratiques de la civilisation romaine à travers les siècles que nous appelons l'âge sombre, qui était sombre en partie parce que tant de connaissances institutionnelles s'étaient évaporées, alors que les connaissances artisanales survivaient. L'analyse de Joseph Tenter sur les sociétés sociales en effondrement identifie cela avec précision. Les sociétés complexes entretiennent des spécialistes dont toute la fonction économique dépend du maintien de cette complexité. Quand la complexité s'effondre, ces spécialistes deviennent superflus. Les compétences qui survivent sont invariablement celles qui fonctionnent à des niveaux de complexité moindres. Des compétences qui fonctionnent lorsque les chaînes d'approvisionnement sont rompues, lorsque les institutions ont failli, lorsque l'État s'est désintégré en potentats locaux et en territoires de chefs de guerre. Rome n'a pas préservé son système juridique par sa chute. Elle n'a pas préservé son architecture administrative ni sa sophistication financière. Ce qu'elle a préservé, imparfaitement mais véritablement, ce sont ses charpentiers, ses médecins, ses céréaliers et ses métallurgistes. Les personnes capables de faire les choses incontestables qui maintenaient les gens en vie, peu importe qui détenait le pouvoir politique. Voici donc ce que 4 actifs romains révèlent sur la mécanique durable de l'effondrement. L'or a survécu, but seulement l'or que l'on pouvait vérifier, peser et utiliser dans une transaction directe sans intermédiaires institutionnels. Le droit sur papier sur l'or s'est évaporé, le métal a tenu bon. Les dettes en monnaie s'effondrant ont survécu, non pas comme un fardeau, mais comme un mécanisme caché de transfert de richesses réelles de ceux qui prêtaient vers ceux qui empruntaient. Les familles romaines qui possédaient des terres financées par des prêts en deniers de qualité inférieure ont traversé l'une des catastrophes économiques les plus complètes, pas de l'histoire, avec des positions intactes, parfois même améliorées. La terre autarcique a survécu, mais seulement la terre qui avait délibérément coupé sa dépendance vis-à-vis de la complexité environnante. Le domaine de la villa, capable de nourrir, d'habiller et de loger ses habitants sans recourir aux réseaux commerciaux ou aux chaînes d'approvisionnement impériales, n'a pas seulement survécu à l'effondrement. Il est devenu le noyau de ce qui est venu après. Et les compétences irremplaçables ont survécu. La capacité de satisfaire les besoins humains fondamentaux quand tout le reste a échoué. La connaissance portable qu'aucun effondrement politique ne peut confisquer, qu'aucune inflation ne peut éroder, et qu'aucun roi envahisseur ne peut rendre obsolète. 4 actifs, tous enracinés dans un principe que Rome enseignait avec du sang et avec des pièces de bronze portant un mince masque d'argent. Ce qui survit à un effondrement n'est pas ce que le système valorise le plus en période de prospérité. Ce qui survit est ce qui ne peut être contrefait, ni dilué, ni rendu superflu lorsque le système lui-même a disparu. Les empereurs de Rome croyaient pouvoir se sortir d'une crise financière par l'impression, en frappant plus de pièces, avec du métal moins cher. Ils croyaient qu'une pièce qui ressemblait à de l'argent était fonctionnellement équivalente à l'argent. Ils croyaient que la complexité et la taille de leur empire étaient une preuve de sa permanence. La complexité était la vulnérabilité. La taille a accéléré le dénouement au lieu de le freiner. Et voici la pensée qu'il vaut la peine d'emporter. Chaque système financier moderne est plus complexe que Rome à son apogée. Chaque monnaie moderne est plus profondément déconnectée de la valeur tangible que le denier le plus agressivement dévalué. Chaque chaîne d'approvisionnement moderne contient plus de points de défaillance unique que l'ensemble du réseau commercial romain à sa plus grande extension. Rome est tombée lentement, puis soudainement. Si cette histoire a changé votre façon de penser l'argent, ce qui possède réellement de la valeur, et ce que possédaient réellement les survivants des plus grands effondrements de l'histoire, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Semez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.